Bonjour à tous et un grand merci. Vous êtes nombreux à cette conférence dédiée à la montée des soft skills face aux mutations du travail. Je souhaiterais remercier les organisateurs des Journées de l'économie pour avoir organisé cette thématique, une thématique qui fait l'objet de beaucoup d'attention. Une attention croissante, voire même un véritable engouement dans les entreprises ou parmi les acteurs de la formation professionnelle. D'après plusieurs enquêtes qui ont été menées auprès des entreprises, les compétences soft skills, donc qui désignent un ensemble de compétences socio-comportementales, on va y revenir un peu plus, de manière un peu plus approfondie, seront de plus en plus déterminantes dans leur stratégie de recrutement. Elles pourraient même, d'après certaines enquêtes, devenir aussi importantes que les compétences dites classiques, techniques, ce qu'on appelle aussi plus communément les hard skills dans sa terminologie anglo-saxonne, devenir plus importantes que ces compétences qui sont délivrées par un diplôme ou une certification qualifiante. Donc, je suis ravie de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants ici qui auront peut-être beaucoup de questions à poser au regard des enjeux liés aux soft skills. J'aimerais vous donner un chiffre qui a été donc donné dans une étude récente de Pôle emploi. 60% des employeurs en France ont déclaré que les compétences soft skills sont plus importantes que les compétences techniques, donc délivrées par un diplôme. Et on observe aussi que certaines entreprises commencent à recruter sans CV et même sans diplôme pour privilégier justement les compétences soft skills. Alors, parmi les compétences soft skills, je vous ai dit tout à l'heure, ces compétences socio-comportementales, on trouve beaucoup de choses. Et celles qui sont mises en avant en général par les entreprises, c'est la capacité à être autonome, la capacité à coopérer, à communiquer, à s'adapter face à l'instabilité de l'environnement, à être agile, créatif, à prendre des initiatives, à savoir résoudre des problèmes complexes. Bref, on met beaucoup de choses derrière ce concept. En France, il y a une étude donc, de l'OCDE qui, à partir de leurs données, qui ont montré que la France était en pénurie de compétences soft skills par rapport à d'autres pays, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves ou encore dans les pays anglo-saxons, Royaume-Uni et États-Unis. Donc, face à cette demande croissante de ces compétences soft skills, on voit aussi apparaître de nombreux outils qui sont proposés aux entreprises et qui visent à identifier, à cartographier, à mesurer, à évaluer donc les compétences clés qui seraient indispensables pour les entreprises, pour la compétitivité, pour l'innovation et pour accompagner les entreprises à transformer leur organisation. Alors, plusieurs questions se posent face à cette demande de compétences. Comment développer et valoriser les compétences soft skills donc dans les organisations, mais aussi comment les valoriser, comment les transférer d'une organisation à une autre. Quels sont les enjeux pour les institutions, notamment au système éducatif, la formation professionnelle, les universités, face à cette demande de compétences soft skills? Est-ce qu'il est véritablement possible de mesurer les compétences soft skills, mais aussi la contribution des compétences soft skills dans la performance, notamment d'innovation dans les organisations, et comment on peut le faire? Est-ce qu'elles sont, pardon, parce qu'il y a tellement de questions, mais je ne vais pas tout dire non plus, elles sont souvent présentées comme un avantage, mais il ne faut pas non plus surestimer, et ça, beaucoup de chercheurs l'ont pointé, et depuis longtemps, pas sous-estimer non plus les risques que les compétences soft skills peuvent générer, à la fois pour le fonctionnement et l'efficience organisationnelle, mais également pour les salariés. Des risques également juridiques concernant l'évaluation du travail. Alors, une question s'est imposée pour moi comme une évidence,
parce que je travaille beaucoup sur les organisations du travail, sur les déterminants de la qualité de l'emploi, sur les performances d'innovation des entreprises. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a un tel engouement sur ce type de compétences qu'on a du mal parfois à définir. En tout cas, il n'y a pas de définition commune et partagée aujourd'hui. Et est-ce que finalement, le sujet des soft skills n'est pas un sujet qu'on surestime par rapport aux effets que l'on attend, qu'on aimerait avoir? Et est-ce qu'on ne se détournerait pas des véritables problèmes que connaît aujourd'hui le monde du travail, notamment en matière de qualité du management, de la qualité du travail, mais aussi de la performance des innovations dans les économies? Alors, pour nous éclairer face à ces différentes questions, on va débattre avec 4 intervenants que je tiens à remercier très chaleureusement d'être venus ici, d'être là donc, parmi nous. Donc, Antonin Bergot, vous êtes docteur en économie, professeur à HEC, spécialiste de la croissance et de l'innovation. Vous travaillez aussi un peu sur le lien entre les compétences, l'impact du numérique sur le travail. Avant de rejoindre le département d'économie d'HEC, en 2022, vous avez également été chercheur à la Banque de France pendant 5 ans. Stéphanie Buisine, vous êtes directrice de recherche là on m'entend mieux, c'est peut-être mieux, au CESI, à CESI-Nanterre, exactement. Vous co-dirigez une équipe de recherche pluridisciplinaire intitulée « Apprendre et innover » au sein du laboratoire Lineact. Vos travaux portent sur les dimensions humaines de l'innovation, au niveau individuel, collectif et organisationnel. Ibrahima Fall, vous êtes également docteur de l'économie des mines, de l'École des mines de Paris, en sciences de gestion. Après un postdoc au Luxembourg Institute of Science and Technology, vous avez travaillé en entreprise dans différents secteurs, industrie, assurance, pendant de nombreuses années. Vous avez créé une start-up, vous avez été directeur d'un grand cabinet de conseil européen. Et aujourd'hui, vous êtes fondateur et président d'un cabinet d'études et d'expertise spécialisé en management qui s'appelle Hommes et Décisions. Et donc, dans ce cadre, vous intervenez en tant qu'expert dans de nombreuses entreprises privées, d'organisations publiques en France comme à l'international. Enfin, Brieux de Rosquat, après une maîtrise de droit de l'université de Cergy et un master 2 de psychologie de l'université Paris de Vincennes. Ah, bah, c'est ce que j'ai vu dans votre CV, hein. Ah, mais c'est sur Internet, hein. C'est sur votre site? Non. Ah. Alors, bon. D'accord. Donc, vous avez créé plusieurs start-up et travaillé dans plusieurs entreprises. Vous avez piloté l'innovation et le marketing. Vous avez été consultant en stratégie développement de l'innovation. Aujourd'hui, vous êtes cofondateur de Proding, une société de conseil auprès des entreprises pour les accompagner dans le projet de transformation organisationnelle. Et vous avez également co-créé l'Institut pour la transformation et l'innovation qui produit de l'expertise sur les compétences, le management de l'innovation et la transformation des organisations. Ça, c'est bon? Très bien. Et vous avez notamment créé, et ça on en parlera, un dispositif Profiler qui propose un ensemble d'outils de diagnostic et de pilotage permettant aux organisations de mobiliser et de développer les soft skills. Alors, avant d'ouvrir le débat et de donner la parole aux intervenants, je précise aux participants, donc ceux qui sont à la salle, dans la salle, mais aussi ceux qui nous suivent à distance, qui peuvent envoyer leurs réactions, je les recevoir directement sur la tablette, leurs réactions, leurs questions tout au long du débat, que je pourrai poser donc aux intervenants lors de cette table ronde. Alors, pour commencer cette table ronde, donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table. Donc vraiment 2 minutes chacun, assez rapide, avant de débattre, sur les enjeux que soulèvent les soft skills. Pouvez-vous donner une définition de ce type, de ce concept, parce qu'on trouve d'innombrables définitions des soft skills dans la littérature managériale. Donc, voilà, de quoi parle-t-on et pourquoi aussi vous êtes intéressé à ce concept? Chacun un micro. Enchanté, déjà bonjour à tous. Alors, on me demande la difficile tâche de définir qu'est-ce que les soft skills. Tout le monde, hein. Oui, oui, je commence, donc c'est plus ardu.
Bon, la difficulté des soft skills, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles. Donc la définition, elle est assez complexe. À la fois, il y a un problème épistémologique et sémantique. Mais grosso modo, on va revenir sur des notions simples pour éviter de tenir tout le débat sur juste une simple définition. En fait, c'est des compétences qui ne sont pas forcément attachées à un métier ou à un objet technique. Voilà comment on pourrait préfigurer cette définition relativement simple. Mais après, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, mais par la suite. Stéphanie ? Oui, merci beaucoup. Alors, je rejoins la notion de transversalité des soft skills par opposition, en fait, à la spécificité des compétences métiers. Donc, les soft skills, ce sont des... On va les mettre en œuvre, on peut les mettre en œuvre, elles peuvent bénéficier à, entre guillemets, tout type d'activité. Alors que, mettons, si vous avez une activité numérique à faire ou une activité verbale à faire ou une activité spatiale, vous allez avoir besoin de compétences respectivement numériques, verbales, spatiales, etc. Donc ça, ce sont les compétences spécifiques. Et les soft skills, en fait, ce sont des compétences qui vont être utiles à n'importe quel type d'activité. Donc c'est ça la notion de transversalité. Après, je voudrais juste revenir sur la notion de compétence, parce qu'en français, on traduit par compétence. C'est pas tout à fait juste par rapport à l'objet que nous, on étudie quand on dit soft skills. Parce que les compétences, c'est la mise en œuvre d'un comportement en situation. Donc c'est vraiment le résultat comportemental. Qui utilise normalement des ressources internes à l'individu et externes, c'est-à-dire qui viennent de la situation. Donc nous, quand on parle de soft skills, on parle plutôt des ressources internes à l'individu. Donc dans ce cas-là, en français, le terme qui serait un peu plus juste, ce serait plutôt les aptitudes ou les dispositions personnelles. Donc c'est pour juste modérer un petit peu la notion de compétence. Voilà. D'accord, donc si vous parlez de compétences dispositionnelles d'un individu ou aptitudes, donc c'est intrinsèque à l'individu. Alors, oui, indépendamment... justement pas la notion de compétence. La compétence, c'est le comportement, c'est le résultat dans l'action, dans la situation. Ce qui est interne à l'individu, effectivement, on va parler de disposition personnelle ou on va parler d'aptitude. Et donc, quand on parle de soft skills, nous, on essaye plutôt d'étudier effectivement ces choses qui sont intra-individuelles. C'est ça. Alors, pas vraiment intrinsèques, ça c'est autre chose. Intra-individuelles, qui sont propres à l'individu, qui sont des dispositions personnelles. Ok, très bien. Antonin, est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions ? Oui, bonjour à tous. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Pour moi, en fait, dans ce que je vais présenter, l'importance pour nous, ça va être de séparer ce que vous avez appelé les hard skills, donc les compétences cognitives, on va dire, le fait de savoir, d'avoir des compétences qui sont propres à une tâche technique, à une compétence qui nécessite un apprentissage formel. Et du coup, les soft skills, on peut traduire par peut-être le savoir-être ou le savoir travailler en groupe dans une structure, où justement l'idée, ça va être d'essayer de récupérer un peu toutes ces caractéristiques qui expliquent que des individus à des niveaux de formation formels identiques vont être capables de créer davantage de productivité pour les gens qui travaillent autour d'eux, qui travaillent avec eux. Donc ça va être typiquement d'être capable de discerner les problèmes compliqués, les problèmes qu'on doit gérer de manière autonome, ceux qu'on doit faire remonter, voilà, ce genre d'idées. Et qui sont des compétences, alors je ne sais pas si elles sont intra-individuelles, intrinsèques, je ne sais pas trop me positionner là-dessus, mais en tout cas qui sont difficiles à former, quoi, et difficiles même à observer. Ibrahima ? Merci. Pour moi, les soft skills, c'est la nouvelle jument de Roland des organisations. Une jument qui a toutes les qualités, sauf celle d'exister. Voilà. Moi, quand on me parle de soft skills, j'ai en tête ce que Paul Valéry disait. Il y a des mots qui ont plus de valeur que de sens. Pour moi, les soft skills ont plus de valeur que de sens. C'est une notion qui chante plus qu'elle ne parle. Et c'est surtout une notion sémantiquement chargée. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les soft skills, on trouve des traits de caractère.
des traits de personnalité, l'intelligence sociale, la capacité à résoudre des problèmes, bien communiquer. Grosso modo, on remplace soft skills par la vie, ça marche. Et donc, pour moi, les soft skills, c'est l'arbre qui cache la forêt de la complexité du travail. Voilà. L'intelligence pratique qu'il faut pour faire face au réel, le réel, c'est ce qui résiste à la maîtrise. Le réel, c'est ce qui maîtrise, ce qui résiste aux compétences, au savoir-faire, aux méthodes, aux processus, etc. Et donc, l'intelligence pratique qu'il faut pour faire face au réel est en général en avance sur la conscience qu'on peut en avoir et donc sur sa verbalisation. Et donc, je ne parle même pas de sa mise en référentiel. Ça, c'est un premier point. Voilà. L'autre point qui me paraît très important, c'est que, bien sûr, une bonne méthode appliquée par un ego ne produira pas les résultats escomptés. C'est une certitude. Par contre, je ne suis pas sûr qu'une personne dite compétente, placée dans un environnement non capacitant, puisse aussi faire des miracles. Et enfin, pour finir, personnellement, et il y a des études dans les sciences du travail qui le disent, il n'y a pas de lien de causalité entre les supposées compétences et le travail bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, ne serait-ce que le sens. Le sens n'est pas dans les mots, n'est pas dans les mots d'ordre. Le sens est à côté des mots et entre les mots. Voilà. Et donc, les gens se meuvent par rapport au sens qu'ils donnent aux actions. Et donc, il n'y a pas de lien de causalité possible, simple, entre une compétence et le travail bien fait et, in fine, la performance. Très, très bien. Là, vous mettez les pieds dans le plat, je dirais. C'est très, très bien. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a un sujet de polémique déjà dès qu'on aborde la question de la définition des compétences soft skills. Alors, donc, ici, parmi vous, vous avez donc des intervenants qui ont travaillé, qui ont produit des études et qui se sont intéressés aux soft skills. Je vais demander à Antonin Bergot, qui a réalisé une étude sur le lien entre les soft skills et la dynamique salariale sur données anglaises. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans le cadre de cette étude et par rapport aux questions que vous êtes posées, comment vous avez caractérisé les soft skills et quels sont finalement les résultats principaux de cette étude? Merci. Donc effectivement, c'est une étude qui a été réalisée il y a maintenant quelques années sur des données anglaises, enfin britanniques pour être plus précis. Et donc l'idée, ça a été d'essayer de trouver un moyen de mesurer ces caractéristiques qu'on a essayé de définir. Mais bon, comme du coup, vous avez compris qu'elles étaient assez difficiles à catégoriser, c'est d'autant plus difficile à essayer de mesurer. Mais bon, voilà, on s'est dit il y a forcément des caractéristiques chez les individus qui nous permettent de capturer ce qu'on voulait essayer de mesurer, qui est cette idée que certains individus vont être plus complémentaires avec le reste de l'entreprise, vont être capables de amplifier la productivité des gens qui travaillent autour d'eux, et donc forcément, probablement, d'avoir une valeur supplémentaire pour les entreprises. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé en fait une base de données qui est une base assez riche, qui s'appelle Honnête, qui pose des questions sur tout un certain nombre de dimensions, métier par métier. Donc il y a plusieurs milliers de métiers qui sont interrogés. Et on est arrivé, à partir de ces questions, à récupérer une dizaine de caractéristiques qu'on a regroupées ensemble pour mesurer un indicateur, en gros, qui va de 0 à 1, qui mesure l'importance des soft skills. Alors, plus précisément, qu'est-ce qu'on a mis dedans ? On a mis l'esprit critique. Donc, vous voyez, chaque métier, enfin, des experts vont répondre pour chaque métier si avoir de l'esprit critique, c'est une dimension très importante dans ce métier par rapport à d'autres. La sensibilité aux problèmes, la coordination avec les autres, le fait de travailler en équipe, de communiquer, d'être en mesure de bien faire remonter les problèmes à ses managers, à être capable d'être autonome, etc. On a en fait 11 dimensions qu'on a regroupées qui capturent vraiment cette idée. Et donc pour chaque métier, on a 700 métiers, on va avoir un indicateur qui mesure l'importance de cet ensemble de caractéristiques que nous on a appelé soft skills, parce que justement c'est des caractéristiques qui ne font pas intervenir cette notion de compétences cognitives. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent être très présentes chez des individus qui n'ont pas de formation formelle ou qui sont arrêtés
qui sont arrêtés assez vite leurs études ou qui n'ont pas de diplôme, ils peuvent avoir pour autant ces caractéristiques très élevées. L'esprit critique, c'est quand même une compétence cognitive, non? Ça relève de la cognition, c'est quelque chose qu'on enseigne même à l'école, l'esprit critique. Oui, quand on maîtrise un sujet technique, celui qui le maîtrise va plus avoir un jugement critique que celui qui ne maîtrise pas le sujet. Non, mais absolument. Alors, les soft skills vont être importants aussi et surtout pour les individus très qualifiés, mais ils sont aussi une importance pour les individus peu qualifiés. Vous avez besoin d'esprit critique pour des métiers qui ne demandent pas forcément d'avoir un diplôme d'ingénieur. Peut-être que c'est une dimension qui va être moins présente que pour des ingénieurs, par exemple, mais elle va avoir une importance relativement plus importante dans ces métiers qui, justement, ne font pas intervenir de compétences cognitives ou moins. D'accord. Voilà. Et donc, bon, en gros, l'idée, c'est que on essaie de récupérer une mesure qui qualifie des métiers, et on s'est intéressé particulièrement aux employés peu qualifiés. Alors, je ne sais pas si je vais continuer. Oui. D'accord. Donc, et sur ces employés, on s'est rendu compte, en fait, que cette caractéristique qu'on a donc appelée soft skills était associée à des emplois de meilleure qualité. Au sens très général du terme, c'est-à-dire qui possèdent une grande attractivité pour l'entreprise, et en fait, comme j'ai dit, qui amplifient la productivité de l'entreprise, et qui, du coup, sont associés à des dynamiques salariales beaucoup plus importantes, y compris, donc, on parle d'individus qui ont un niveau d'études inférieur au bac, qui vont se retrouver, y compris dans des entreprises très productives, dans des environnements très concurrentiels, ils vont se retrouver à avoir des trajectoires salariales qui sont assez dynamiques, avec une croissance salariale tout au long de leur vie, une durée d'emploi qui est largement supérieure aux autres employés qui ont le même niveau de formation, mais qui ont moins de soft skills, en tout cas qui sont dans des métiers qui font intervenir moins de soft skills. Ils vont eux-mêmes déclarer avoir une satisfaction dans leur travail qui est supérieure à la moyenne des autres travailleurs. Et quand on les compare donc à des individus qui ont la même formation, ils ont donc, au bout d'un moment, accumulé des revenus et un niveau de salaire largement supérieur. Et c'est assez important du point de vue de la réflexion sur les inégalités, notamment salariales, dans un environnement où la technologie, la vision classique de l'effet de la technologie sur les salaires, c'était plutôt de compresser énormément les salaires en bas de la distribution de revenus, de mettre en concurrence les individus peu qualifiés avec des machines et rendre leur accès sur le marché du travail très compliqué, et en tout cas, quand ils y arrivent, une insertion sur le marché du travail qui est très erratique, avec des métiers qui durent peu de temps, des temps de travail qui sont assez limités. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quelques métiers, donc encore une fois sur des individus peu qualifiés, qui ne vérifient pas du tout ça, et au contraire, qui ont plutôt une dynamique très positive. Et ça, donc ces métiers, en fait, on appelle ça en anglais les good jobs. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'économistes qui travaillent à la réflexion sur comment justement on favorise l'insertion des gens vers ces emplois, avec l'idée que ça permet vraiment de diminuer les inégalités si on arrive à attirer les individus, les travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas de formation, vers ces emplois. Et donc pour ça, il faut essentiellement tenter de valoriser ces soft skills, de les former. Et c'est d'autant plus difficile que, donc, comme je pense on va en parler tout à l'heure, c'est des caractéristiques, des compétences qui sont très difficiles à développer, qui mettent beaucoup de temps à être formées, et qui sont aussi très difficiles à observer par l'entreprise. Et donc une entreprise qui valorise pourtant ces caractéristiques va avoir du mal à les observer. Comme vous avez dit, il y a des recrutements sans CV. C'est effectivement probablement une des raisons, c'est que sur le CV, on ne voit pas ces dimensions, ou alors de manière très, très indirecte. Et donc, dans une logique économique, finalement, quand on est confronté à ce genre d'observation, c'est-à-dire que vous avez certains individus qui se retrouvent dans des dynamiques salariales largement supérieures aux autres, à niveau de compétences égales, on essaie de comprendre un peu comment on en arrive là, dans une logique de marché du travail. Et finalement, si on réconcilie ça avec l'idée que c'est des caractéristiques très difficiles à observer, on comprend comment les entreprises, une fois qu'elles ont réussi à trouver un employé qui a ces caractéristiques, vont tenter de le garder longtemps, de lui proposer justement une trajectoire salariale qui est plutôt positive, de la formation, et lui proposer un emploi qui, au final, va se traduire par une satisfaction supérieure. Donc évidemment, ça a plein d'implications en termes de politique publique, mais j'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup Antonin. Est-ce qu'il y a déjà un premier tour de réaction parmi les intervenants? Non? Très très bien.
Du coup, moi, je vais avoir une petite question à poser aussi. Donc, vous avez parlé effectivement de l'impact de ces soft skills sur la qualité du travail et une plus grande valorisation et reconnaissance du travail des personnes qui se trouvent dans des organisations qui valorisent ces compétences soft skills. Comment faites-vous, parce que l'enquête honnête, c'est une enquête qui ne permet pas d'identifier les caractéristiques des compétences soft skills. Elle identifie des métiers, des professions, et c'est l'objectif d'honnête, de caractériser et de définir certains métiers. Mais on sait aussi que le développement des compétences sont fortement liés à l'activité du travail et donc à l'organisation du travail. Et vous avez effectivement mentionné un certain nombre d'études d'économistes qui travaillent sur les déterminants de la qualité du travail et de l'emploi. Il se trouve qu'à France Stratégie, nous avons publié en 2020 une étude qui s'est précisément intéressée à l'impact des organisations du travail, de l'environnement professionnel sur la qualité du travail, les conditions de travail, la reconnaissance, qu'elle soit monétaire ou pas, du travail, et sur le développement des compétences. Et ce que l'on observe, toute chose égale par ailleurs, c'est que c'est bien dans des organisations capacitantes de type apprenante qui développent certaines pratiques organisationnelles et managériales qui vont permettre le développement des compétences soft skills. Donc du coup, les soft skills, c'est le résultat ou la conséquence de l'environnement professionnel et des choix organisationnels des entreprises. Et que cela, et que l'organisation, sa nature, a des impacts sur la qualité du travail et de l'emploi, sur la mobilité et l'employabilité des individus. Donc ce n'est pas tant, à mon avis, que ce n'est pas tant les compétences soft skills qui permettent d'améliorer la qualité du travail, parce que dans ces cas-là, par quel mécanisme on pourrait expliquer ça? Les compétences, c'est une notion qui évolue dans le temps, qui sont différentes selon les individus et selon les caractéristiques des entreprises. Or, l'enquête honnête ne permet pas d'identifier cette hétérogénéité. Toutes les compétences sont homogènes, quels que soient les individus, parce qu'on raisonne au niveau du métier, et donc les pratiques organisationnelles ne sont pas prises en compte. Donc, du coup, je suis un peu... je lance le débat, mais je dirais que les conclusions qui permettraient d'établir un lien direct entre les compétences soft skills et la qualité du travail, la satisfaction du travail, sans passer par l'environnement professionnel et prendre en compte cette hétérogénéité, me semble un peu trop réductrice. Alors, donc, nous, on a pris le parti de mesurer les soft skills au niveau du métier, ce qui nous permet d'avoir une mesure pour toute la population de travailleurs. Donc, du coup, effectivement, on ne fait pas la différence entre deux personnes qui ont, on va dire, le même âge, qui travaillent dans la même entreprise et qui font le même métier. On ne verra pas s'il y en a un qui est plus débrouillard que l'autre. En revanche, on est capable, du coup, puisqu'on observe l'intégralité de la population, de mesurer très précisément, de contrôler très précisément pour ces caractéristiques. Donc, on va se placer dans une situation où on a vraiment des individus similaires à tout point de vue, mais qui sont dans deux métiers différents. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre les organisations là-dedans et à argumenter que c'est vraiment une question de soft skills? Eh ben, en fait, on utilise le fait que ces personnes vont avoir des durées d'emploi dans l'entreprise différentes. Et on a un modèle d'organisation de la firme qui est cohérent avec ça, qui explique que justement, puisque vous mettez du temps à former, à déclarer ou à signaler ces soft skills, on devrait voir une trajectoire salariale qui augmente de manière assez dynamique avec la durée d'emploi dans l'entreprise. Et donc on a un test formel statistique à partir de toutes les données qui vérifie que vous avez bien un lien avec la durée d'emploi et cette mesure de soft skills au niveau métier qu'on a, qu'on relie comme ça à la théorie de l'organisation de l'entreprise. Après, notre point, évidemment, c'est pas de rentrer dans l'individu. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que vous avez des métiers, donc c'est pour ça qu'on veut rester vraiment sur une dimension métier, qui, dans le contexte dans lequel ils sont, et encore plus dans des entreprises très avancées technologiquement, qui font de l'innovation, etc., qui ont des brevets, qui sont dans des secteurs qui sont très concurrentiels, en fait, vous avez des individus peu qualifiés, métiers peu qualifiés, qui sont très positifs et très, très attractifs pour les employés. Et donc, pour conclure là-dessus,
En fait, ça, c'est aussi cohérent avec une théorie de l'organisation de l'entreprise dans laquelle vous avez un besoin de complémentarité qui est vraiment accru par le niveau technologique de votre entreprise. Si vous avez une entreprise qui est très verticale, avec une chaîne hiérarchique qui doit être très efficace, vous voulez vraiment que chaque maillon de la chaîne soit efficace. Et donc, c'est une théorie qui s'appelle la théorie O-ring, joint-aurique. En gros, il ne faut pas qu'il y ait, même tout en bas de la chaîne, une personne qui ne soit pas en mesure de bien distinguer les problèmes, qui ne fasse pas remonter les bons problèmes, qui passe son temps à aller voir ses managers pour leur remonter les problèmes, tous les problèmes sans les distinguer. Vous voulez vraiment qu'à chaque niveau de la chaîne, y compris au tout début, ça se passe très bien. Donc, nous, on a appelé ça les soft skills. Mais ça, c'est organisationnel, c'est pas une compétence. Ah, mais c'est interagi avec les... Ça peut être une compétence organisationnelle, mais ce n'est pas une compétence individuelle. Bah, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est une compétence organisationnelle, mais c'est lié à la caractéristique du métier en question. Après, sur 700 métiers, ça reste des choses assez précises. Ouais, bon. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou des réactions? Moi j'ai une réaction, c'est juste qu'on est là, c'est bénévolement. On est là juste parce qu'on a travaillé des années et des années sur un sujet d'étude. Que c'est de la persévérance, que c'est difficile tous les jours. Voilà, juste, donc ce que j'aimerais dire, c'est que ce débat-là, il soit certes contradictoire, mais c'est la volonté d'échanger sur une volonté de vous transmettre quelque chose. On est juste là pour ça. On n'est pas là à vous dire que ce qu'on fait ou ce qu'on vous donne comme savoir ou peu importe, c'est la vérité. C'est pas ça. C'est juste ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est juste issu des années de recherche. Et on est là pour débattre avec vous. Justement, non, mais il n'y a pas de. Je pense que c'est important d'échanger ensemble pour pouvoir confronter aussi nos points de vue. Je veux dire, ça fait partie de la recherche. Moi, je trouve que d'ailleurs l'étude qui vient d'être présentée est très intéressante parce qu'en plus, elle s'intéresse. C'est assez rare que des économistes s'intéressent aux compétences soft skills, parce que, comme l'a rappelé justement Antonin Bergot, en général, quand on parle des compétences, on parle des diplômes, donc des choses qui sont observables. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle renvoie aussi à des métiers qui sont très souvent peu valorisés et peu qualifiés, parce qu'on pourrait penser que les compétences soft skills concernent surtout des métiers hautement, je dirais, très qualifiés. Ceci dit, c'est toujours difficile de dissocier ce qui relève de l'environnement organisationnel, ce qui relève du collectif, ce qui relève de l'individu. Et je suis désolée, mais de savoir le mesurer de manière assez précise, parce qu'ensuite on en tire des conclusions et des recommandations, c'est aussi important parce que nos recommandations découlent des hypothèses. Donc si ces hypothèses ne sont pas critiquées et soumises à la critique, c'est assez problématique, et je pense que c'est important que l'auditoire puisse également participer à ce débat. Brieux, vous avez fait une étude sur les compétences soft skills et leur impact sur la performance d'innovation. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude? Est-ce que vous pouvez présenter donc cette étude et nous donner un peu des éléments méthodologiques et puis surtout les grands enseignements de cette étude sur les soft skills et la transformation des organisations? Tout à fait, mais... bon. Merci. Je ne sais pas si on peut mettre le diapo, s'il vous plaît. OK. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas du tout seul à faire cette étude. Donc, je vais vous expliquer un peu le cadre pour commencer de cette étude. Donc, c'est une étude conjointement avec France Stratégie et l'Institut pour l'innovation et la transformation. C'est 6 années de recherche multidisciplinaire alliant la psycho, la science de la gestion, la socio. Donc, voilà, Romaric Servageaniste, gestion, Sébastien Beauvais, sociologue, Rémi Lallemand, éco. Donc l'idée de départ, tout simplement, c'était de se poser la question, c'était l'innovation. Au départ, l'innovation, elle est souvent vue comme un process. Et ayant été patron d'une grosse entité à la fois R&D et innovation, où on avait un peu plus de 500 personnes,
J'ai bien vu dans différents cas, donc on faisait de la R&D déportée pour les grands groupes essentiellement. Voilà, j'ai un parcours de start-up et avant j'ai un DEA de... peu importe. Voilà, donc je me suis demandé quelles compétences il fallait pour innover. Et pour avoir ce regard-là, j'ai voulu un regard un peu multidisciplinaire, donc on a utilisé des méthodes, si on peut, une méthodologie. Voilà, donc on s'est demandé, est-ce qu'il y avait des compétences très précises pour innover et transformer les organisations? Voilà notre première question. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un enjeu de pédagogie, comment on forme demain à innover, comment on forme c'est tout au long de la vie, à la fois en termes au départ, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Revue de littérature, premièrement. Deuxièmement, on a interrogé 126 intrapreneurs du SBF 120 et 94 intrapreneurs du SBF 120. C'est quoi le SBF 120? C'est les 120 plus grandes entreprises de France. Après, 33 start-upers. Alors, comment on les a choisis? On a scrollé sur 20 000 CV. À l'intérieur des 20 000 CV, c'est sur des mots-clés. On a retenu 2000 personnes. On a fait un appel téléphonique pour pouvoir savoir s'ils rentraient dans l'étude, et avec 3 critères cumulatifs qui sont: le premier critère, ils avaient généré de la nouveauté au sein de leur entreprise. Okay. Deuxièmement, c'est cette nouveauté, fallait qu'ils les aient mis en œuvre. Ce n'était pas qu'une simple idée. Et troisièmement, ils avaient généré de la valeur. Alors, cette valeur-là, ce n'est pas financière. Elle peut être organisationnelle, sociétale, elle est protéiforme. Une fois qu'ils étaient inscrits dans l'étude, il y a eu un entretien semi-directif d'environ 1h30. On a essayé de comprendre quelle typologie de compétences ils avaient, remonté tout leur parcours. Après, en deuxième... je ne sais pas comment on remet le diapo, là. Non. C'est ça, ok. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a fait passer une batterie de tests pour essayer de comprendre les compétences fines qui étaient là, sur 25 dimensions. Ces batteries de tests, elles sont liées de l'enquête qualitative qu'on a faite en amont. Et on en a tiré un modèle qui est le suivant. C'est pour essayer de comprendre leurs compétences. C'est à la fois... alors, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. J'aime pas un peu... Ce qu'on a retenu des interviews, il y a 3 éléments essentiels qu'on a retenus des interviews. C'est que quand on demandait s'ils étaient innovateurs, déjà, ils ne se définissaient pas comme innovateurs. Alors qu'ils avaient ces 3 critères-là. Pourquoi? Parce que l'innovateur, ensemble, il n'innove pas tout seul. C'est toujours un collectif. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la partie d'innovation fondamentale, c'est qu'on n'innove jamais seul, c'est un collectif qui y va. Donc, cette notion de collectivité. Deuxièmement, un élément très important, c'est le fait de l'environnement. C'est on innove, mais l'environnement est essentiel au fait qu'on innove. Donc après, on arrive sur cette définition. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, ces innovateurs, en fait? Quelles compétences fines, c'est peut-être pas le bon terme, quelles compétences fines on peut trouver? Déjà, il y a l'individu. L'individu, il a 3 dimensions essentielles. Cognitive, la manière dont on traite l'information. Okay. Conative, c'est la mise en œuvre, en action. Et toutes les capacités liées aux émotions, l'intelligence émotionnelle. Donc ça, c'est de la sphère de l'individu. Donc cognitif, conatif et émotionnel. Mais l'individu, on innove, c'est jamais seul. C'est en groupe. Donc il y a l'intelligence émotionnelle qui est au centre, le relationnel qui est au centre, puisqu'il est relié à l'individu. Et l'autre élément aussi très important, c'est l'environnement. On peut pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une compétence, elle n'est jamais figée. Elle est dynamique. Si demain, moi, je vous mets dans un placard, voilà, je prends quelqu'un de vous, je verrai s'effondrer un ensemble de compétences cognitives, d'une manière très importante. Et ça, il faut comprendre qu'une compétence, donc, ce n'est pas forcément que de l'acquis. Et que l'environnement est un élément essentiel à soutenir ces différentes compétences.
Donc, alors, excusez-moi, mais j'ai un petit souci. Alors, voilà. Je vais revenir sur la catégorisation des différents éléments. Excusez-moi. Sur les éléments cognitifs. Donc, il y a évidemment la capacité à diverger. Diverger, c'est vous avez une nouvelle information, et ben, vous savez en produire plusieurs. Voilà, vous divergez. Mais une fois qu'on est là-dedans, dans la divergence, il y a un moment, il faut bien converger pour aller vers un des éléments essentiels. Donc, il y a la convergence. Il y a la flexibilité mentale. Et il faut bien comprendre que cette notion de divergence-convergence, c'est comme un muscle respiratoire pour le cerveau. C'est j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. C'est la résolution de problèmes. Et la flexibilité mentale, elle intervient aussi, il y a une nouvelle information. Il y a un moment, c'est la capacité de pivoter et de s'en sortir. Et il y a l'intelligence, il y a la rationalité aussi qui est un élément central. Après, sur les éléments cognitifs, alors je ne vais pas vous faire la liste à la Prévert, etc. Il y a l'extraversion, la tolérance à l'ambiguïté. Je voulais revenir sur cet élément qui est essentiel et qu'on a observé. C'est plus on a un niveau de management élevé, plus la tolérance à l'ambiguïté elle est élevée. Aujourd'hui, il est essentiel, vous imaginez que l'innovation, son cœur, finalement, on ne sait pas ce demain, c'est l'imprévu. Donc il faut avoir une tolérance à l'ambiguïté importante. Après, j'expliquerai un peu plus peut-être revenir sur cette notion, mais elle est essentielle. Il y a la conciliation, la persévérance, qui est différente de la motivation. La motivation, elle est en dents de scie. La persévérance, on est dans la... Voilà, on persévère, alors que la motivation peut être en berne. Il y a la prise de risque, la pensée intuitive. Alors la pensée intuitive, c'est pas j'y vais au petit doigt, c'est la capacité d'aller piocher dans ses expériences du passé, finalement, et pouvoir répondre rapidement et décider rapidement. Parce qu'on sait, on a cette expérience, donc elle est basée sur l'expérience. Et je voudrais revenir sur un élément qui est vraiment essentiel, c'est la notion d'empathie. L'empathie est vraiment un... Alors aujourd'hui, on se dit, c'est un peu bullshit, c'est l'empathie, tout le monde en parle, donc il faut faire des beaux mots et dire que finalement, l'empathie, ça devrait même peut-être pas exister. Alors que c'est fondamental, l'empathie, il faut bien comprendre qu'il y a deux empathies. L'empathie, alors j'ai essayé d'être rapide, cognitive, je comprends ton besoin, et affective, c'est je ressens ton besoin. Alors c'est un peu imagé, c'est évidemment plus complexe que ça, mais si on arrive à comprendre ce que c'est que ressentir l'autre, on comprend ce que c'est que l'empathie affective, et cognitive, c'est comprendre le besoin d'eux. Et là, elle est essentielle demain, en termes d'innovation, de transformation. Si on ne comprend pas ces équipes, si on ne comprend pas le besoin, on est complètement à côté des choses. Après, il y a les éléments évidemment relationnels, mais là, je vais m'arrêter. Quelles sont, selon vous, les compétences que vous avez trouvées dans cette enquête avec ces innovateurs, voilà. Quelles sont les compétences est-ce que les soft skills priment sur les hard skills? Non, mais je pense pas qu'on peut pas. Ouais, mais oui, mais non. C'est-à-dire quand on a interrogé, alors ça c'est un truc un peu plus en sociaux. Hein, quand on a interrogé tous ces managers et qu'on a essayé de faire une classification, on arrive, on arrive à 60. Quand on leur demande quelles sont les compétences finalement ou les caractéristiques sur ces managers-là pour innover, il y en a 65% qui parlent de soft skills, c'est-à-dire collaboration, curiosité, l'organisation, communication, flexibilité. 23% sur ce qu'on appelle des traits de personnalité, joueurs, passionnés, enthousiastes, doux, téméraires. Et que 12%, ça c'est ce qui nous a étonnés, sur des processus de compétences métiers, business plan, management de l'innovation, réalisation. Ouais, donc là après, ce qui m'a le plus étonné, c'est ce 12%. Mais ce qu'il ne faudrait pas qu'on rentre dans le travers d'opposer
les soft skills et les hard skills. Ça n'a pas de sens d'opposer. Évidemment, quand on est CU d'une start-up et qu'on est en pleine croissance, évidemment qu'on a des compétences métiers, qu'on a besoin de compétences métiers. C'est évident. Mais la faculté et la facilité avec une compétence métier, c'est qu'on sait l'identifier rapidement. Donc on n'a pas de souci, on demande quelqu'un s'il ne sait pas lire un business plan, eh ben on sait qui sait lire un business plan, il n'y a pas de doute. Par contre, on s'aperçoit que dans le fait d'y arriver, il y a un moment, c'est autre chose que savoir lire un business plan, etc. Ça demande d'autres compétences. Voilà. Et c'est ces autres compétences qu'on a essayé de trouver. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Brieux. Stéphanie, est-ce que vous voulez peut-être rebondir Désolé, je voudrais juste passer sur un dernier élément. Oui, mais parce que là, le temps passe énormément. J'arrête alors. Et donc, on va laisser donc Stéphanie Buisine présenter rapidement son étude et peut-être en écho aussi par rapport à ce qui a été dit, comme c'est aussi en lien avec l'innovation. Oui, absolument. Donc, moi, l'étude qui a donné lieu à cette invitation aujourd'hui, c'est pas une étude qui portait au premier chef sur les soft skills. C'est une étude qui portait sur les déterminants de la performance d'innovation des entreprises, au sens large. Et quand on a exploré cette question des déterminants de la performance d'innovation au niveau des entreprises, et pas au niveau des individus, c'est important, on a été amené à se pencher justement sur les soft skills qui sont portés par les individus. Donc on a bien les différents niveaux, le niveau individuel, le niveau organisationnel. Et un principe de base, c'est que l'organisation ou le groupe, c'est pas la somme des individus. C'est plus ou c'est moins, ça dépend des cas, mais en tout cas, c'est pas la somme. Donc on peut pas passer à l'échelle comme ça, si simplement. On peut pas faire la somme des individus d'une entreprise pour caractériser une entreprise. Donc il fallait bien avoir les deux niveaux d'analyse en soi, comme des entités séparées. Donc cette étude, on l'a réalisée également avec France Stratégie et Aiming. On a fait un protocole qu'on appelle cross-industriel, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une enquête qui a été diffusée à grande échelle par notre partenaire Aiming, et on a obtenu des réponses valides de 432 entreprises françaises. Donc on avait une bonne distribution des répondants parmi les différentes tailles d'entreprises. Beaucoup de grands groupes, c'est normal parce que c'est la population, les entreprises françaises sont riches en grands groupes. Beaucoup aussi de toutes petites structures, donc ça c'était intéressant aussi. Et puis bien sûr entre les deux différents niveaux, ETI, PME, etc. Et puis différents secteurs industriels, donc ça c'était important aussi. D'avoir pas un échantillon qui soit trop coloré sur un secteur ou un autre. Donc dans cette étude, on a été à mettre en évidence finalement, on a une part de réponse à la question initiale, c'est-à-dire quels sont les déterminants de la performance d'innovation. Déjà, ce qui est intéressant à constater à la fin de cette étude, c'est qu'on a un modèle, on a fait tourner un modèle statistique qui, au final, nous renvoie un pouvoir explicatif de 64%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 36% d'inexpliqués. Donc ça, c'est aussi la magie de l'innovation. On cherche, je dirais, un peu naïvement à le mettre en équation, mais il reste plein de choses inexpliquées, et c'est ça qui est beau aussi dans l'innovation. N'empêche qu'on a quand même 64% de la variance de la performance d'innovation qu'on a pu expliquer avec les facteurs qu'on a mesurés. Et parmi ces facteurs, il y avait notamment alors, on l'a pas appelé soft skills, on s'est appuyé sur un modèle américain de Clayton Christensen qui a appelé les compétences de l'innovateur. Dans son vocabulaire à lui, donc Clayton Christensen, c'est un chercheur. Alors il est décédé il y a 2 ans, mais c'est une grande figure du monde de l'innovation. Donc chercheur à la Harvard Business School, donc c'est un grand nom, c'est lui qui a mis en évidence le dilemme de l'innovateur, et donc il a fait aussi ses travaux qu'il a appelé lui le gène de l'innovateur. Alors c'est un terme peut-être un peu marketing, et donc nous en français on a traduit ça par compétence de l'innovateur, mais encore une fois avec toutes les réserves qu'on a sur la notion de définition
de ce que c'est une compétence. Bref. Donc les compétences de l'innovateur dans le modèle de Christensen, c'est donc on a la créativité, le questionnement, le sens de l'observation, l'appétence pour l'expérimentation, le réseautage aussi, la dimension relationnelle d'un profil individuel. Et donc ça fait partie des prédicteurs effectivement de la performance d'innovation des entreprises. Mais au sein de beaucoup d'autres facteurs. Donc il y a des facteurs qui sont tout à fait de l'ordre du processus d'innovation, qui sont des choses qui sont formalisées par l'entreprise, mises en place de façon explicite par l'entreprise. Et puis il y a des facteurs aussi au niveau organisationnel qui relèvent de l'implicite, de la culture de l'organisation, et notamment toute une série de notions de valeurs organisationnelles. Et finalement, parmi les facteurs explicatifs qui sont ressortis comme significatifs de cette étude, c'est principalement les valeurs de l'organisation qui étaient prédictives de leur performance d'innovation. Un point intermédiaire qui peut-être rappellera la suite des questions. Oui, tout à fait. Peut-être une réaction parmi les intervenants ou... Non ? Non. Bon, parfait. D'accord. Très, très bien. Moi, j'ai une petite question, c'est au regard de ces résultats, comment, à votre avis, on pourrait valoriser ces compétences pour accroître la performance d'innovation ? Alors, donc, parce que vous avez parlé de culture organisationnelle, de disposition des personnes, cette appétence à... Donc il y a deux... Curieux, comment on ferait concrètement pour développer ce type de compétences ? Alors concrètement, et puis pour reprendre les deux niveaux qu'on examine depuis le début de cette table ronde, c'est-à-dire le niveau individuel d'une part, où tout à l'heure j'ai employé le terme intrapersonnel, et le niveau organisationnel ou situationnel d'autre part, il y a des choses concrètes à faire à ces deux niveaux-là. Au niveau intrapersonnel, intra-individuel, et ça c'est aussi notre rôle à nous. Je dis nous dans le sens où donc on a cité mon établissement. Moi je travaille au CESI. En fait, on est une école d'ingénieurs. Donc nous, notre rôle dans notre mission dans la société, c'est de former les futurs ingénieurs. Et donc dans le cadre de la formation, qui est une formation qui se passe en centre et qui se passe pas dans l'entreprise, pour nous, pour l'école d'ingénieurs, on a quelque chose à faire, on a un rôle vis-à-vis des individus qu'on a en face de nous. Donc, on a on déploie en fait des pédagogies pour développer ces aptitudes ou ces compétences, peu importe le terme, qui vont être utiles à nos élèves ingénieurs et à nos futurs ingénieurs pour s'insérer professionnellement et puis avoir des carrières à succès et puis réaliser ou s'accomplir, on va prendre le terme qu'on veut. Donc ça, c'est au niveau individuel. On va essayer, nous, au niveau de la formation d'ingénieurs, d'agir au niveau des individus. Et puis après, bien sûr, au niveau organisationnel, ça passe aussi par les valeurs de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va avoir des organisations qui vont accueillir ces aptitudes d'innovation ou de découverte, mais plus ou moins. Moi, alors, je fréquente personnellement aussi, dans le cadre de mes recherches, beaucoup d'entreprises, y compris des grands groupes, dans lesquels on observe une consanguinité incroyable dans le recrutement, dans les effectifs des entreprises. On recrute des gens qui ont tous le même profil. Et ça, en fait, donc les entreprises, les organisations, elles ont un travail à faire par rapport à ça, par rapport à la diversité. Et il faut savoir que des profils créatifs, ils ne sont pas les bienvenus partout. Il y a plein d'entreprises dans lesquelles j'ai vu, de mon expérience, qu'en fait, un profil créatif, on le considérait comme difficile à manager, donc on évite. On préfère des gens qui sont plus dociles. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut innover, ouvrir la porte à ces gens-là, voire même les rechercher, les inciter à venir, soit, effectivement, on veut que des gens dociles, mais on ne va pas vouloir prétendre innover. Donc, alors ça aussi, c'est un gros problème d'injonction paradoxale au niveau des entreprises. Donc, on a un travail à faire, ou les entreprises ont un travail aussi à faire en termes effectivement, de valeurs, de savoir, de mettre en cohérence ce qu'on veut et comment on agit. Et notamment dans le cadre du recrutement.
Très très bien. Je vais donner la parole, merci beaucoup Stéphanie. Je vais donner la parole à Ibrahima Fall, donc, qui a la lourde tâche finalement, qui intervient après ces 3 interventions-là. Donc beaucoup de choses ont été dites. J'aimerais vous... Voilà, vous avez écrit de nombreux articles et des tribunes sur les soft skills et vous avez un regard, je dirais, assez critique. On a pu l'apercevoir au début de votre intervention, donc sur les soft skills. Selon vous, c'est un concept qui se heurte à de nombreuses limites, des limites très importantes. Vous avez même donc souligné que l'impossibilité de mesurer et d'évaluer ces soft skills et que cela pouvait même engendrer des risques à la fois pour les entreprises mais également pour les salariés. Donc, j'aimerais savoir comment vous pouvez expliquer à la fois cet engouement, comment vous vous positionnez par rapport à ce débat, et selon vous, quel est véritablement, je dirais, l'enjeu autour des soft skills. Lorsqu'on parle du travail, l'abstraction et le formalisme mènent très vite à nier le réel, à faire fi du réel. Et ceux qui font de l'escalade le savent, le pied le plus sûr et le pied le plus bas placé. Les entreprises ont des enjeux technologiques, des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux, des enjeux sociétaux. Pour faire face à ces enjeux-là, il leur faut de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être. On est tous d'accord sur ça, je pense. Le problème, c'est que si nous savons exactement à l'avance de quelles ressources, de quelles connaissances, de quelles compétences on a besoin pour faire face au réel, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'innovation. Ça s'appelle du travail de machine. Alors que de l'autre côté, on nous dit qu'il faut innover et créer. Il y a un paradoxe. Pour moi, le vrai enjeu, bien sûr, il faut apprendre à parler en public. Apprendre à parler ne suffit pas. Il faut apprendre à parler dans certaines occasions. On ne parle pas de la même manière lorsqu'on est dans une conférence, lorsqu'on est dans une petite réunion, lorsqu'on parle avec X ou Z. Et donc, il faut un jugement, il faut une faculté à avoir un jugement correct. Pour moi, le vrai enjeu humain, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait les conditions pour que les gens puissent faire des jugements corrects. Qu'est-ce qui permet de faire des jugements corrects? Pour moi, ce qui permet de faire des jugements corrects, c'est la culture générale. Attention, je ne parle pas du stock de connaissances. Je ne parle pas du fort en thème. Pour moi, le fort en thème, il n'a pas de culture générale. Il est documenté. Il est bien documenté. Voilà. La culture générale, c'est quoi? La culture générale, c'est un ensemble hétérogène de savoir, donc de rationalité, passé sous le tamis de l'imagination et de la sensibilité pour s'orienter dans la pensée et dans l'action. Il n'y a pas de culture générale sans mise en situation. Pour moi, c'est ça la culture générale. Et donc, tout ce qui augmente l'imagination et la sensibilité augmente la culture générale. Comment on fait? Il y a l'apprentissage formel, ce qu'on apprend à l'école. Voilà. Il y a aussi l'apprentissage informel, ce qu'on apprend entre amis, dans la vie, avec ses enfants, avec son mari, avec sa femme, etc. Voilà. Et je pense que l'énergie qu'on déploie, vous avez vu le débat, on a même du mal à savoir quelles sont les vraies définitions. Construire sur un nuage, c'est difficile parce que le nuage se transforme tout le temps. Voilà. Et donc, l'énergie qu'on déploie pour travailler, modéliser les soft skills, si on commençait d'abord à nous interroger sur les programmes, sur l'apprentissage formel, il y a des disciplines qu'on ne peut pas transformer en langage de machine, qui sont moins dotées. La littérature, etc., la poésie, etc. Les maths pures, voilà. Toutes ces disciplines participent à la culture générale. Et donc, moi, la peur que j'ai, c'est qu'à
à force de vouloir formaliser l'informel, on finit par tuer ce qui crée de la créativité. Voilà. Et donc, pour moi, le premier enjeu, bien sûr, c'est le jugement correct, voilà, la culture générale. Le second enjeu, ceux qui travaillent le savent, il faut sortir du héros, le salarié héros, avec des soft skills à l'appel. Un homme seul ne crée pas de richesse. Il n'y a aucune création individuelle de richesse. Ça n'existe pas. Voilà. Dans les entreprises, on parle de collaborateurs. Mais dans beaucoup d'entreprises, on ne collabore même pas. On est dans un régime de coactivité. L'enjeu véritable, c'est de passer d'un régime de coactivité à la collaboration et peut-être à la coopération. Ça se travaille. Passer du travail collectif au collectif de travail. L'autre enjeu qui me paraît important, il y a des études de France Stratégie qui le disent, c'est travailler sur l'environnement capacitant. Vous avez beau être le meilleur chirurgien du monde, le meilleur expert du monde, placé au milieu du désert, vous ne faites rien. Voilà. Donc l'environnement doit être capacitant. Il y a une chose que ma collègue a dit qui est très vraie, c'est travailler sur la diversité, mais pas n'importe quelle diversité, la diversité des perceptions. Scott Page a fait des études qui montrent que la diversité est supérieure à l'expertise des uns et des autres. Voilà. Et donc, j'ai peur aussi, en ayant ce filtre des soft skills, qu'on finisse par prendre des gens qui se ressemblent. Si on y arrive. Et de toute façon, moi, je ne suis pas persuadé qu'on puisse faire le distinguo entre les hard skills et les soft skills. Sur un plan très intellectuel, ça marche, mais dans les faits, où s'arrête l'une ou commence l'autre, on ne sait pas. Voilà. Et le dernier point qui me paraît important, c'est de sortir de ce que j'appelle le traitantisme. Le traitantisme, c'est quoi? C'est cette propension, dans beaucoup d'entreprises, à chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de traiter les situations, on traite celui qui rapporte le problème. Ça, c'est aussi un vrai enjeu si on veut être performant. C'est en corrigeant les erreurs organisationnelles qu'on peut être performant dans le temps. Voilà. Pour moi, ce sont ces sujets essentiels que le débat mousseux sur les soft skills cache. Voilà. Bien sûr, il y a des techniques, on peut se développer sur plein de techniques. Ce n'est pas suffisant. Il faut sortir du modèle du héros avec son sac à dos rempli de soft skills ou de hard skills. Excusez-moi, mais jamais on n'a parlé de héros, là. Est-ce que... Jamais. Au contraire, je pense que l'approche soft skills qui est intéressante de débat de compétences non techniques, c'est une complémentarité. Tout le monde sait quand on a dirigé des équipes qu'on ne demande absolument pas, du moins dans la performance et l'innovation, qu'on ne demande surtout pas d'avoir les mêmes managers. Et c'est la complémentarité des équipes qui fait qu'on va y arriver. Parce que si on pense que lorsqu'on est dans un domaine de transformation et d'innovation, qu'il faut finalement reproduire le même homme ou la même femme derrière un et les autres, ça fait que des moutons. Et l'innovation, par essence, ou la transformation, c'est justement pas le moutonnage. Donc on sait bien qu'il faut des compétences au-delà qui soient techniques, ou c'est du moutonnage, les compétences techniques. Moi, quand j'enseigne, je suis désolé, c'est surtout les éléments de rationalité que j'enseigne. J'enseigne peu d'autres éléments. Et en tant qu'enseignant, on se pose des questions aussi. On est là, on se dit, oui, on a des jeunes là, qui sont là, qui viennent à nos cours, où on leur apprend finalement à comment innover. Mais quand on a innové, quand on est passé par là, qu'on a pris des claques, etc., on sait bien que ce n'est pas uniquement en leur apprenant un business plan, qu'il y a plein d'autres choses. Donc l'enseignement, ce qu'il y a d'essentiel, c'est ces autres choses-là. Et c'est la transmission, la passion qu'on peut leur apprendre auprès du projet. C'est cette notion d'indéfinissable quelque part. Eh bien oui, la difficulté des soft skills, elle est là, elle se définit par opposition, par une négation quelque part. Ce n'est pas un objet technique. Et oui, c'est pas parce que c'est flou qu'il faut le nier. Vous voyez, la tolérance à l'ambiguïté, c'est de dire qu'il y a un moment, je tolère le flou, je tolère l'ambiguïté, et que même dans ce continent-là du flou et dans l'ambiguïté, je vais continuer mes actions. Eh bien, ça, faut apprendre. Eh bien, oui, les soft skills, on ne peut pas clairement les définir. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'existent pas. Si toute chose devait exister parce qu'on la définissait, ben dans ce cas-là, on serait dans un monde fini et mort. Ce qu'on n'est pas.
Ce qu'on n'est pas, et c'est là, c'est que vous vous débattez sur un débat qui est philosophique, avec des grandes phrases. Nous, on n'est pas sur ce débat philosophique. On pourrait faire de la philosophie. Et non, je suis là, je suis passé là. Oui, non, mais là, Ok. déjà, il y a un temps de parole déjà distribué. Ouais, bah, on coupe, et puis c'est bon. Et je pense pas non plus que les propos qui ont été dits nient justement les soft skills. Non, je La dis- question, c'est la question. Non, mais ça va au-delà. Vous comprenez bien C'est qu'il pas, arrive ici et que derrière, il y a toute une histoire. Non, écoutez, moi, Moi, je ne comprends pas. Là, je pense que Bah, c'est. non, mais c'est- tout simplement, je faut dis. pas non plus- Non, non, faut pas non je vous plus dis. réagir, Mais non, mais je on est suis. dans un débat et chacun. Non, je suragis pas. expose son débat. Le problème, c'est que il faut penser aussi aux entreprises. Je veux dire, ce sont Mais je aussi suis là. les entreprises qui, à un moment donné, déclarent que ces compétences soft skills sont importantes. Et donc, comment on fait concrètement Comment font-elles? Parce que, bon, dans un processus de recrutement, comment peuvent-elles identifier des compétences soft skills dans un processus de recrutement? Bon, ben ça, c'est une question qui peut se poser. Donc, on Tout à rejoint fait. la question des référentiels, de la mesure, de la cartographie. Est-ce que c'est possible, ça? Je réponds, Oui. pour un instant. Moi, mon propos, il est de dire qu'il faut sortir du mythe du travail exact. Le travail, il ne sera jamais exact. Bien sûr. Parlons des philosophes. Nietzsche, il n'aurait pas réussi les tests de soft skills pour entrer dans une start-up aujourd'hui. Et ni Et le fondateur de Facebook, d'ailleurs. Je pense que le fondateur de Facebook et beaucoup d'autres entreprises n'auraient pas réussi ce type de test. Donc ce que je dis, c'est pas de nier qu'il y a des compétences. Et pour moi, la compétence, elle est toujours dans l'action. La compétence théorique, pour moi, c'est pas une compétence. Savoir lire un business plan, c'est pas une compétence pour moi. Et donc, Je suis d'accord, alors mais là- vous ne pouvez pas parler, comme vous avez fait, d'eugénisme managérial quand on parle de soft skills. Vous ne pouvez pas, parce que l'eugénisme, c'est quelque chose qui est très grave. Et que le fait que vous ayez déclaré ça à Xefi, voilà, en parlant d'eugénisme Alors, là, managérial, on débat, c'est... Oui, Non, là, mais oui. non, là, Je le dis écoutez, parce que... Non, alors je moi, le j'ai dis. vraiment le mauvais rôle, parce que là, du coup, garder le timing pour tout le monde, ben oui, et puis, il faut pas non plus déborder. Je pense que c'est là, on a des personnes dans la salle et vous n'êtes pas dans une discussion à deux. Donc, je pense que ce point important, au fait, ce point extrêmement important, il faut de la diversité, non pas pour la diversité, parce que la diversité des perceptions, c'est ce qui crée de la valeur. Si vous faites des filtres en amont et que vous avez des gens qui se ressemblent, bah forcément, vous sortez du spectre les têtes qui dépassent. Pour moi, ça a un nom, ça s'appelle de l'eugénisme managérial. Voilà. C'est Un tout formatage. aussi simple que ça. Un formatage. un formatage. Un formatage. Bon, c'est peut-être un... Non, on ne peut pas parler d'eugénisme. C'est trop grave. Bon, non, Il y a mais une alors laxisme là, qui est non, fondée. non. Non, mais parler Ah non, mais là... c'est pas possible. Non, mais là, non, là, vous avez un public devant vous, il y a un débat, il y a des étudiants, je veux dire, on parle quand même d'enjeux sur le marché du travail, des personnes qui se forment, et bon, ça me semble... Alors, juste une chose, alors, écoutez, il nous reste quand même un quart d'heure, on va essayer de pouvoir débattre sereinement. Alors, la passion, c'est une chose, c'est bien d'être passionné, mais l'écoute c'est aussi important. C'est pas et là, on parle en plus des compétences soft skills. Donc, alors, ce que j'aimerais, alors du coup, je suis un peu. Moi, je veux bien il faut rebondir sur la question des entreprises, le besoin des entreprises. Oui. Parce que Merci. donc dans le cadre d'une autre étude qu'on a faite avec mon équipe de recherche, on s'est basé justement sur le besoin des entreprises. En fait, on est parti, c'est une étude qu'on a menée avec l'APEC, et on est parti justement d'un screening des offres d'emploi. Et donc, en regardant les offres d'emploi d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui vient des entreprises, ce qui a été rédigé par les entreprises, sur comment est-ce qu'elles expriment leurs besoins en recrutement. Donc, on a collecté justement dans ces offres d'emploi ce qui relevait de compétences non techniques,
ou d'aptitudes non techniques. Et puis c'est sur cette base-là qu'on a essayé de caractériser un petit peu ces notions de soft skills. Et pour répondre à la question de comment elles font les entreprises, en fait, les entreprises, elles ne nous ont pas attendu. Au contraire, c'est elles qui expriment le besoin. Quand elles publient des offres d'emploi, elles mettent des choses non techniques dans ces offres d'emploi. Elles veulent des profils. Voilà, on a parlé d'esprit critique, on a parlé de créativité, on a parlé de... Alors des fois, c'est encore plus flou que ça. Sens de la relation client. Et ça, c'est des verbatims qu'on voit dans les offres d'emploi. Donc c'est bien une demande des entreprises. Donc nous, ce qu'on essaye modestement, c'est de rationaliser et puis de comprendre en fait ce qu'expriment ces entreprises, pas seulement pour elles, mais aussi encore une fois pour les jeunes qui souhaitent intégrer ces entreprises. Et puis savoir finalement décoder ça. Quand un jeune il voit une offre d'emploi, il se dit on demande de sens de la relation client. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous, ce qu'on essaye de leur apporter, c'est justement un éclairage là-dessus et leur dire, ce sont un certain nombre de compétences relationnelles, voilà ce que ça intègre, et puis on te propose de faire un point sur où tu en es de tes compétences relationnelles. Est-ce que tu es... Alors là, moi, je vais me permettre de faire un petit aparté, parce que nous, dans mon établissement, on fait de la pédagogie active à 100%, donc c'est un parti pris très fort, pédagogique. Et du coup, on a en sortie des jeunes ingénieurs qui ont des compétences relationnelles justement significativement plus élevées que leurs collègues qui viennent d'autres écoles d'ingénieurs. Parce qu'ils ont fait de la pédagogie active en projet pendant tout leur cursus. Et donc, ils ont développé ça particulièrement. Par contre, les jeunes qui sortent de chez nous, ils ont des faiblesses, on va dire ça comme ça, du fait de ne pas avoir suivi une formation purement académique. Et notamment, par exemple, on voit en termes de rigueur, ils sont pas hyper forts. Donc, alors, des entreprises demandent dans leurs offres d'emploi des jeunes qui ont de la rigueur. Au moins, alors après, chacun fait ce qu'il veut. Les entreprises, elles prennent leurs responsabilités, elles ont leur process de recrutement et elles ont des gens qui sont compétents, qualifiés pour faire leur recrutement. Et les DRH sont formés à ça. Justement, vous posez la question comment ils font eux, mais en fait, eux, ils ont leur propre méthode. Chaque entreprise a ses propres méthodes et son positionnement. Mais ce qui intéresse, donc, les entreprises, effectivement, elles gèrent leur processus de recrutement en autonomie et les candidats, eux aussi, gèrent leur candidature en autonomie. Ils vont peut-être pas aller se positionner sur une offre d'emploi dans laquelle on demande de la rigueur s'ils savent qu'en fait, ils ont un petit souci par rapport à ça. À l'inverse, une offre d'emploi dans laquelle on va demander de la créativité, des compétences relationnelles, ils savent qu'ils sont plutôt à l'aise là-dessus, donc ils vont aussi, ça va participer à leur processus de candidature. Donc nous, ce qu'on fait, c'est modestement, c'est essayer de les éclairer les uns et les autres. Mais il ne s'agit pas d'influencer ni dans un sens ni dans l'autre. Parce que je voulais réagir par rapport à la notion du besoin des entreprises. C'est elles qui l'expriment. Ce n'est pas nous qui essayons de leur injecter ce besoin. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en France, les entreprises ou les organisations générales, publiques ou privées, valorisent beaucoup le diplôme. Et donc, le savoir théorique. De moins en moins, comme vous l'avez dit en introduction. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on a un certain équilibre, mais c'est vrai que la France, quand même, se caractérise particulièrement par rapport à d'autres pays dans le statut social que l'on accorde au diplôme. Et parfois, des personnes très diplômées qui ont fait soit Polytechnique, l'ENA, Sciences Po, ou autres, je donne ces exemples-là, vont ensuite accéder tout de suite à des responsabilités, alors qu'on ne sait pas si elles ont suffisamment ces compétences ou si elles ont l'expérience pour pouvoir manager des équipes, faire face à la complexité, et comment comment faire en fait dans vos cursus pour apporter plus pour développer ce type de compétences et que les personnes Il y a différentes manières de faire acquérir ces compétences. Et là, je reviens à la notion d'apprentissage formel ou informel. Donc, il y a justement toutes ces compétences relationnelles, on peut les travailler de façon informelle dans le cadre de la pédagogie par projet. Parce qu'elles vont... en mettant en situation nos apprenants sur de la pédagogie par projet, incidemment, ils vont développer des compétences de collaboration,
des compétences de communication, des compétences d'empathie. On revient sur ce terme-là parce qu'ils sont mis en situation. Et mis en situation pendant tout un cursus. Et puis, ça fait partie aussi des choses qu'on va gérer dans le cadre de la formation. On les met en situation, mais on est aussi capable, par exemple, quand il y a des conflits, parce que ça arrive tout le temps, hein, dans des équipes projets, comme ils sont tout le temps, ils font 100% de leur cursus en projet, en pédagogie par projet. Donc, on doit aussi gérer les conflits. Alors, il y a une part qui gère entre eux, et puis il y a des fois où nous aussi, on intervient pour aider à gérer les conflits. Donc, on apporte aussi parfois des outils. Et là, on est dans un cadre plus formel, hein, de dire comment on fait pour acquérir justement de la gestion de conflits, acquérir de l'esprit critique. Ça se travaille aussi, comme toutes les aptitudes humaines. Ça se travaille, ça s'entraîne. Donc, il n'y a pas de déterminisme. Voilà. Et donc, ça peut s'améliorer. Quelqu'un qui a des prédispositions, il peut continuer à travailler, à développer ses aptitudes. Et quelqu'un qui a un déficit dans ses prédispositions, qui, à la base, je ne sais pas, n'est pas quelqu'un avec un grand sens de l'empathie, peut quand même le développer. Donc ça, c'est aussi un message important à faire passer. Donc il y a des apprentissages qui se font de façon informelle dans la situation pédagogique ou dans la situation de l'entreprise, ce qu'on appelle apprendre sur le tas. Et puis il y a aussi, parfois, on met en place aussi de la remédiation spécifique. Je vois par exemple, je reprends encore une fois ce que j'observe dans mon établissement, parce que c'est ce que je connais le mieux. Donc comme on a, on a beaucoup de cursus d'ingénieurs par apprentissage. Donc par définition, dans l'apprentissage, le système de l'apprentissage, on s'identifie beaucoup à une entreprise. Et du coup, on a un petit déficit dans certaines aptitudes, notamment l'esprit d'entreprendre. Parce que forcément, c'est pas des jeunes qui sont venus chez nous dans un esprit d'entrepreneuriat, ils sont venus chez nous au contraire dans un esprit d'apprentissage, d'identification à une organisation. Bon, ça, pour ceux qui veulent le développer spécifiquement, on a, entre guillemets, des options. Donc, on a des apprentissages formels pour cela. Donc, on essaye de jongler entre tout ça et puis de monitorer, c'est-à-dire effectivement de surveiller, de voir comment ils sont quand ils arrivent, comment ils sont quand ils sortent, qu'est-ce qu'on a réussi à faire grandir chez les uns, chez les autres, qu'eux-mêmes soient plus éclairés dans leur propre future carrière professionnelle. D'accord, merci beaucoup Stéphanie. Peut-être, comme le temps passe, un dernier tour de table et par rapport à tout ce qui a été dit, quelles sont vos impressions autour de ce sujet? Passionné, oui, non, mais alors moi je trouve que c'est intéressant parce que en fait, c'est vrai qu'il y a une grande différence si on rentre dans la notion individuelle ou dans la notion d'organisation, dans la façon d'approcher cette question. Et on voit bien comment au niveau individuel, s'intéresser aux entrepreneurs, aux intrapreneurs, enfin à ces personnes qui doivent développer de la créativité dans leur approche et qui doivent complémenter leur hard skills avec des soft skills, ou en tout cas avec des caractéristiques qui permettent de pousser et mettre en avant leurs compétences techniques, c'est pertinent. Et l'approche organisationnelle peut-être donne une autre vision qui est quand même qui montre à mon avis quand même que c'est pas complètement du vent ce qu'on regarde, parce que les entreprises, l'avantage de regarder les données de manière agrégée, c'est qu'il y a quand même des choses particulières qui se passent sur ces métiers. Alors peut-être que ça vient d'organisation, mais vous avez des individus peu qualifiés dont la demande augmente avec la technologie, ce qui est quand même quelque chose qui en économie n'est pas du tout facile à comprendre, si on ne met pas une notion derrière de compétences pas observables, pas formelles, qui se cachent derrière. Et je crois qu'il y avait une question qui est arrivée sur l'origine, si on pouvait considérer l'origine sociale des travailleurs qui sont ce travailleur dont j'ai parlé, qui bénéficient, bien qu'ils soient peu formés formellement de la technologie. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est à mon avis intéressant, c'est qu'on se rend compte que tous les facteurs qui d'habitude sont des sources d'inégalité, c'est-à-dire l'origine géographique, le fait d'être une femme ou un homme, l'âge, etc., sont réduits dans ces métiers particulièrement. Et notamment la différence de salaire homme-femme est presque inexistante dans ces métiers. Ce qui est assez cohérent avec l'idée que c'est des métiers qui sont en forte demande pour les entreprises, des compétences qui sont difficiles à trouver. Donc évidemment, quand vous êtes dans un métier qui est rare, vous avez un pouvoir de marché qui est supérieur. On n'a pas, par contre, d'informations précises sur l'origine sociale, mais en tout cas, sur toutes ces dimensions, a priori, il n'y aurait pas de différence. Voilà. Très bien, merci beaucoup Antonin. Ibrahima Fall.
pour finir, je vais reprendre un mot de Bertrand Jouvenel qui disait « Un chimiste n'est pas disqualifié parce qu'il manipule des produits dangereux, mais est disqualifié tout chimiste qui n'en a pas conscience. » Je pense que par rapport aux soft skills, on peut faire une vraie comparaison. Je pense que ceux qui travaillent sur les soft skills manipulent des choses qui sont extrêmement importantes. Il faut faire attention. Voilà. Et juste un petit dernier mot. Je pense que personne n'est assez intelligent pour comprendre sa propre bêtise. Les philosophes sont très utiles. En ce qui concerne les soft skills, ceux qui travaillent sur les sciences du travail depuis un siècle sont très utiles. Il faut les lire, il faut les écouter. Et je pense que la gestion seule, l'économie seule, les sciences du travail seules, les philosophes seuls, ne pourront pas faire de telle sorte que nos entreprises soient performantes, voilà, avec des gens qui se reconnaissent dans ce qu'ils font et qui travaillent et que le travail soit producteur de santé. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahim Affal. Brieux. Ouais, petit dernier mot, c'est si ce qu'on a vu dans l'étude, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a l'activité secondaire, donc hors les études, est très importante pour ces populations. Donc on apprend énormément en faisant dans le sport, la musique. Toutes ces activités qui finalement paraissent comme étant secondaires sont souvent très importantes. Voilà, c'était juste le dernier petit mot. Je voulais m'excuser parce que je m'étais énervé, donc il y a un moment, il faut savoir s'excuser. Voilà. Donc, non, vraiment désolé. Et ce que le conflit qu'on a, non mais voilà. Non mais vous voyez que ce sujet-là est passionnant parce qu'on y met ses tripes et voilà. Super. Merci beaucoup, merci belle conclusion. Merci tous les intervenants, je pense que c'est une belle conclusion, merci à vous. Et vous pouvez retrouver donc les travaux des intervenants sur le site des GECO. Merci beaucoup.